le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki. Comme tous les mardis, ce JDA est réalisé en partenariat avec l'hebdomadaire Jeune Afrique. Vous écouterez dans quelques instants Philippe Perdry, journaliste, rédacteur en chef adjoint de Jeune Afrique, et Abdoulaye Diagana, consultant politique au Sénégal, mais également en Mauritanie. Il est chercheur et directeur du site d'information kayasata.com et nous allons parler des événements qui auront marqué cette année 2011. D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses. Oui, bonjour amis du JDA. Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et bonjour Richard, bonjour Eugénie. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Avant de passer la parole à mes invités du JDA, passons un petit tour du côté du répondeur de la radio africaine. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Allô, bonjour. Voilà, j'interviens à propos de la République démocratique du Congo. Je suis un analyste financier. Je n'arrive pas à comprendre comment ça s'est fait. Un pays comme la République démocratique du Congo, qui a les pétroles, qui a les diamants, qui a l'or, est classé 187e pays les plus pauvres du monde. On ne peut pas comprendre ça, même si on n'est pas bac plus 8, bac plus 30, mais ça saute aux yeux que non, il y a un dysfonctionnement, il y a pillage systématique des richesses minières du pays. Peu importe qu'on soit 4 fois la superficie de la France. Mais je pense que là, il y a quand même un grave problème de gestion interne. Ça n'a rien à voir avec l'Occident ou bien avec la population. Où va l'argent? Et l'argent, à mon avis, ça part dans la corruption. Donc voilà, c'est matière à réflexion. Et ce n'est pas que maintenant que Kabila va nous dire qu'il faut maintenant s'attaquer à la pauvreté. Il le savait, ça fait plus de 10 ans qu'il est là au pouvoir, depuis la mort entre guillemets de son père. Donc il devait savoir que non, il y a une pauvreté extrême. Mais où va l'argent? Où va l'argent? Montrez-nous les comptes, diffusez-les dans les journaux officiels pour qu'on sache. On fait quoi avec l'argent? Il va nous dire quoi? Il achète des armes pour tuer qui? Bon, merci, à très bientôt. Amis du Judéa, bonjour. Je voulais intervenir par rapport à ce qui se passe au Nigeria. En fait, les gens doivent s'étonner. Puisque cette histoire, avant les élections de M. Goodluck, Jonathan, j'avais laissé un message sur Africa numéro 1. Que je disais, si M. Goodluck n'a pas respecté les accords entre le Nord et le Sud, et aujourd'hui il a accepté d'être élu, parce qu'il avait accepté d'être élu comme président de la République du Nigeria, il ne pourra jamais gouverner tranquillement. Et vous l'avez constaté, comme l'a dit M. Daouda Aliou, avec Eugénie, son intervention sur Africa, ça veut tout dire. Mais nous les Africains, on ne va plus accuser qui ce soit, qui cela. Mais nos intellectuels, nos politiciens, ils n'ont qu'à penser au peuple. Ils n'ont qu'à accepter de faire ce que le peuple veut. C'est là qui nous intrigue un peu. Et M. Goodluck, c'est comme une trahison. Il ne pourrait pas s'en sortir. Il a invité la FBI, la CIA. Même s'il veut qu'il amène même la mafia, je vous jure qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Parce que la parole des gens, c'est tout ce qui peut accepter que les gens puissent gouverner. Lorsque le peuple a confiance, le peuple dit c'est ce que nous voulons, c'est ça qui peut faire qu'un président peut gouverner. Mais on ne peut pas se laisser berner, se laisser avoir pour dire qu'on est puissant, on est comme ça, on peut faire tout pour toi et puis pouvoir gouverner. Non, ça sera très très dur pour le Nigeria. Le journal des auditeurs en direct de la rédaction de Jeune Afrique sur Africa numéro 1. Philippe Perdry, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre comme tous les mardis. Abdoulaye Diagana, bonjour à vous également. Bonjour madame. Merci. Alors Philippe Perdry, le dernier numéro de Jeune Afrique est un numéro double. Il est en vente 2 semaines et on est étonné par le titre. L'homme de l'année, c'est, 3 points de suspension, vous. Ça veut dire quoi? Faut-il être vraiment étonné finalement? Ce n'est que justice finalement que de considérer que l'homme de l'année, l'homme avec une majuscule,
générique, donc hommes et femmes comprises, Oui. et bien que l'homme de l'année, en l'occurrence pour 2011, c'est un Africain. Et si on devait être encore plus précis, un Nord-Africain. Et si on veut être encore plus précis, un Tunisien. Un Tunisien. Et puisque qui pouvait envisager le 1er janvier 2011 qu'une telle onde de choc allait se propager sur l'ensemble du monde arabo-musulman, alors qu'au départ c'est simplement un petit jeune commerçant qui s'immole par le feu, qui en meurt. Et après, par onde de choc, par répercussion, nous avons plusieurs chefs d'État qui ont été destitués, des régimes qui ont été balayés de l'histoire, avec encore aujourd'hui des pays qui sont en situation plus qu'instable. Donc finalement, ce sont des manifestants, et c'est ça qui est très intéressant dans ces révolutions arabes, ce sont les peuples qui ont pris leur destin en main, avec comme seul leitmotiv la dignité et la liberté. Alors, c'est vrai que ça pose problème, car ce n'est pas un programme politique, et on voit notamment en Tunisie et en Égypte que faute de programme politique, finalement ce sont parfois les islamistes, ou en tout cas les conservateurs réactionnaires qui récupèrent l'héritage de la révolution, mais bon, Danton le disait déjà à l'époque, la révolution mange ses enfants. Là, nous retrouvons un peu la même situation en Tunisie et en Égypte, mais en tout cas, l'acquis est considérable dans ce monde arabo-musulman que tout le monde considérait comme figé d'une façon quasiment éternelle. Eh bien, les peuples ont pris leur destin en main. Parfois, il s'agissait de minorités, mais de minorités agissantes, et qui ont réussi à convaincre l'ensemble d'une population que tout le monde croyait apathique, mais qui finalement n'étaient pas apathiques, simplement c'était des populations qui étaient sous la coupe de régimes autoritaires. Alors les peuples ont pris leur destin en main, on va dire que c'est dans quelques pays dans le Maghreb, mais en Afrique noire, et notamment en RD Congo, il y a le casse-tête Kabila. Oui, mais c'est pas du tout la même configuration. C'est pas la même configuration ? Non, alors c'est ça qui est intéressant. Souvenez-vous, au début de l'année 2011, tout le monde pariait sur une propagation des révolutions arabes en Afrique subsaharienne. C'est vrai qu'à terme, il est évident que le logiciel politique en Afrique subsaharienne va être modifié. Quand vous dites à terme, c'est combien de temps ? Exercer le pouvoir comme avant. Quand vous dites à terme, c'est combien de temps environ ? Ça, on peut pas dire. Oui. Après, il y a des secousses, ou des micro-secousses pour l'instant actuellement en Afrique subsaharienne. Il est vrai que dans certains pays, on a le sentiment que les opinions publiques commencent à émerger et à s'imposer sur le débat. Je pense notamment au Sénégal, avec le mouvement Y en a marre. Ensuite, beaucoup misaient par exemple sur une fragilité de Paul Biya à l'occasion de la présidentielle il y a quelques mois. Il n'en est rien. Paul Biya a tranquillement été réélu. En RD Congo, parlons-en, on aurait pu imaginer que les opinions publiques congolaises se lèvent d'un seul homme, manifestent pour protester contre une élection qui a toutes les apparences d'être quelque peu biaisée. Devant l'étendue d'irrégularités, pour ne pas parler de fraude, on aurait pu se dire les Congolais vont descendre dans la rue. Ils ne l'ont pas forcément fait en masse, en tout cas, pour deux raisons. En effet, il y avait les forces de l'ordre qui quadrillaient sévèrement Kinshasa, c'est quand même forcément intimidant. Mais bon, si on devait comparer des régimes répressifs, la Tunisie et l'Égypte, c'était quand même pas mal dans le style de répression très sévère et voire sauvage. Donc c'est pas forcément l'élément déterminant. Ce qui est déterminant, c'est qu'au Congo, il n'y a pas encore cette opinion publique capable de prendre son destin en main, capable de descendre dans la rue pour défendre un projet national. Il n'y a pas non plus peut-être des leaders au sein de cette société civile capables d'emmener avec eux une population suffisamment nombreuse pour faire vaciller un pouvoir. Abdoulaye Diagana, je vous remercie à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quels sont les événements marquants en 2011 selon vous ?
Alors, si vous me permettez de revenir d'un mot sur ce que vient de dire Monsieur Perdui, il faut quand même rappeler qu'en Égypte ou au Maghreb, ce qui s'est passé, c'est que ce ne sont pas les leaders politiques, ce ne sont pas les formations traditionnelles, les formations politiques traditionnelles qui ont initié le mouvement. C'est né spontanément, justement, et ça a marché parce que les soupapes de sécurité que pouvaient constituer les partis politiques, les syndicats, n'ont pas opéré dans ces pays-là. Donc c'est pour ça que les populations ont pu de façon spontanée y aller sans avoir de projet politique. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'absence de projet politique et de leaders nationaux d'envergure qui ait empêché le RD Congo ou le Cameroun d'emboîter le pas à ces révoltes arabes-là. Alors, pour revenir maintenant à votre question, moi je retiendrai deux types d'événements en Afrique subsaharienne. La première catégorie qui est celle des événements un peu, on va dire, auxquels on est habitué. On a quand même clôturé l'année avec l'année 2010 où on a engagé l'année 2011 avec une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est un événement qui avait cristallisé, qui avait capté tout, on va dire, l'opinion ou les regards du monde entier. Et c'est une crise qui a été fondatrice en ce sens qu'elle a connu le dénouement que nous avons connu alors qu'on pensait que certaines formes d'implication de la communauté internationale étaient révolues. Ensuite, toujours dans le cadre de ces opérations ou de ces crises post-électorales, il y a eu ce qu'on a connu au Cameroun, bien sûr, et puis le Sénégal avec cette crise latente. Est-ce que le président sénégalais va engager un troisième mandat ou pas? Ça, ce sont les aspects donc négatifs. Les aspects maintenant positifs, qu'on peut ranger dans le cadre de ce qui peut redonner espoir, c'est bien sûr la façon dont les Soudanais ont réglé cette question de la scission, donc de façon organisée, le Sud-Soudan qui accède à l'indépendance quasiment sans diffusion de sang. Et c'est fondateur en quoi? C'est fondateur en ce sens que ça va à contre-courant de tout ce que l'Union africaine ou l'organisation de l'Union africaine avait initié en figeant les frontières, notamment dans sa charte avec l'intangibilité des frontières. On pensait pouvoir s'attendre à ce que les frontières bougent ailleurs. Il n'en a rien été, jusqu'ici en tout cas, vu que ça dure. Et puis il y a le cas prix Nobel de la paix au Libéria pour Ellen Johnson, Lema Gbui et Tawakkul Karma. Ça redonne espoir, même si ça a été un peu objet de polémique. Et puis, le coup de cœur pour moi, c'est Pedro Pires qui part du pouvoir volontairement quasiment. Et qui n'avait quasiment pas accumulé de fortune, qui est allé revivre chez ses parents, chez sa maman. C'est un prix, à mon avis, que quelqu'un comme Abdoulaye Wade ou Laurent Kabila va avoir du mal à avoir. Alors, voilà moi les événements que j'ai. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Abdoulaye Diagana, et vous parlez du cas du Soudan, qui, à travers un référendum, a décidé de se diviser en deux. Je fais court. Pour le cas du Nigeria, avec cette secte Boko Haram, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Nigeria doit être divisé en deux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter justement ces attentats meurtriers? Le Nigeria a connu ce genre d'événement dans les années 60. Ça n'avait pas abouti. Je crois que ça va au-delà de la nécessité ou du besoin de scinder le pays. C'est un problème qui se pose de façon plus globale. C'est l'international terroriste ou djihadiste, si vous voulez, qui est en train de prendre racine dans cette partie de l'Afrique. Je ne suis pas sûr qu'une scission soit la solution. D'ailleurs, quand on observe un peu à travers le monde, la tendance, elle est au regroupement, elle est à l'ouverture. Probablement, le Nigeria trouvera sa solution dans ce que quelqu'un comme certains chercheurs appellent la polyarchie ou les centralisations variables. C'est peut-être dans ce sens-là, en essayant de créer des regroupements plus ouverts ailleurs, en acceptant aussi peut-être un peu de laisser s'estomper les frontières, que les solutions vont être trouvées, mais pas en essayant d'en créer de nouvelles.
C'est mon point de vue. Philippe Perdry, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais d'abord revenir sur la remarque de Monsieur Diegana, d'autant plus que je suis totalement d'accord avec lui. La différence, en effet, entre le Maghreb, bon nombre de pays du Maghreb et bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne, c'est que les appartenances partisanes en Afrique subsaharienne ne reposent souvent que sur une appartenance à un parti politique ou à un chef politique contesté ou incontesté. Alors qu'au Maghreb, nous avons déjà des sociétés civiles, des leaders de sociétés civiles qui sont transpartisans, qui sont parfois jeunes, qui sont diplômés. Et puis il y a une grosse différence aussi, qui a peut-être fait la différence justement entre l'existence de révolution arabe et simplement de secousses en Afrique subsaharienne, c'est qu'au Maghreb, il y a une classe moyenne, qui est à même, qui est outillée, j'allais dire, pour avoir un projet national pour son pays, alors qu'en Afrique subsaharienne, nous sommes souvent parfois sur des logiques très identitaires et très partisanes. Voilà pour cette parenthèse, mais je crois que nous sommes tout à fait d'accord avec M. Diegana sur ce point. Concernant le Nigeria, depuis toujours, j'allais dire, depuis que le Nigeria est Nigeria, il y a des tentations irrédentistes, notamment avec un risque de clivage nord-sud. Et il est vrai que dans ce genre de situation, l'avenir n'est sûrement pas un pouvoir central fort et autoritaire, mais c'est sans doute dans des processus de décentralisation accordant de l'autonomie aux différentes communautés, capables ensuite de s'entendre autour d'un État-nation, mais sur un projet clairement défini. Mais s'il y a un pouvoir autoritaire qui cherche à étouffer l'existence de communautés, là forcément ensuite il y a des radicalisations à craindre. Ensuite, il ne faut pas non plus surévaluer et surestimer, le niveau de pénétration dans le pays de Boko Haram. C'est une boursouflure, c'est la traduction d'un islamisme que malheureusement on voit de plus en plus présente en Afrique subsaharienne, mais ce sont des boursouflures, ce sont des dysfonctionnements. Ça ne reflète en rien l'opinion de la plus large majorité des musulmans du Nigeria. N'empêche qu'ils veulent imposer leur loi, passez-moi l'expression. Oui, mais comme tout mouvement terroriste, ils veulent imposer leur loi, mais ça ne reflète, à mon avis, ça ne reflète pas la réalité sociologique des musulmans vivant en majorité dans le nord du Nigeria, et ensuite c'est au pouvoir central, j'allais dire, de trouver les voies du dialogue entre la plus grande majorité des chrétiens et la plus grande majorité des musulmans qui ont pris l'habitude déjà de vivre ensemble. Et pour en revenir au Soudan, et c'est là où à mon avis la situation est bien différente, c'est qu'au Sud-Soudan, nous étions en effet en apparence sur un clivage musulman-chrétien, mais nous étions surtout sur un clivage communautaire, ethnique, géographique. Et en plus, ce clivage s'est traduit par une guerre qui a fait plus de 2 millions de morts, une guerre qui a duré plusieurs dizaines d'années. Nous n'en sommes pas là au Nigeria, donc je ne crois pas qu'on puisse dire que l'entité nigériane soit aujourd'hui remise en cause. Alors, au chapitre des événements qui ont fait 2011, vous révélez dans le dernier Jeune Afrique, Philippe Perdry, que l'Afrique fait plus qu'en Chine aujourd'hui, et vous parlez en fait de ce phénomène qui est récent, les 100 millions de consommateurs. En fait, il y en a beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Une classe moyenne est en train de naître. Oui, alors ça, moi j'aime, Jeune Afrique, on aime bien quand on peut l'être, on aime bien être afro-optimiste. Oui. Mais sauf que là, pour le coup, on peut être afro-optimiste et très réaliste, et même voire pragmatique. Et à mon avis, actuellement, il faut investir en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique offre un taux de croissance annuel supérieur en moyenne à 5% depuis une dizaine d'années. Les taux de rentabilité sont plus élevés que dans beaucoup d'autres régions du monde. Et puis c'est vrai, il y a cette fameuse apparition d'une classe moyenne. Alors pour l'instant c'est déjà assez puissant au Maghreb, c'est émergent en Afrique subsaharienne, mais le potentiel est immense puisqu'en effet on évalue actuellement à 100 millions de personnes cette capacité, ces gens capables de consommer.
100 millions, c'est pas rien, c'est près de 2 fois la France. Et surtout, en 2040, ces classes moyennes seront sans doute plus de 300 millions. Donc là, on entre dans une autre dimension économique. Et 300 millions de consommateurs, c'est plus que la Chine aujourd'hui. Donc souvent on estime que le potentiel, enfin que l'avenir économique est en Chine. Non, le présent économique est en Chine, mais l'avenir pourrait bien être en Afrique, car si on retrouve ce même potentiel économique sur le continent dans 30-40 ans que celui qu'on trouve aujourd'hui en Chine, donc il est clair que le centre de gravité économique pourrait se déplacer, selon certains économistes, au milieu du XXIe siècle, de l'Asie vers l'Afrique. Avec quand même des conditions, et ces conditions sont lourdes, c'est le défi de la gouvernance et de la bonne gouvernance politique et économique. Il faut que les gouvernants puissent d'une part prendre en considération cet immense potentiel, qu'ils en aient conscience, et qu'ils prennent évidemment et qu'ils mettent en œuvre les bonnes politiques publiques pour accompagner et pour évidemment valoriser ce potentiel. Mais le potentiel est là. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Alors Philippe Perdry, vous parlez de gouvernance en Afrique et au Sénégal. On peut dire que aujourd'hui cette gouvernance semble menacée par la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Je vais m'adresser à Abdoulaye Diagana, justement sur ce sujet du Sénégal. Alors, d'un mot, j'aimerais bien revenir sur effectivement ce face-à-face entre l'Afrique et la Chine, enfin l'Afrique et l'Occident que la Chine est en train de perturber. C'est quelque chose de très heureux. Donc je rejoins là-dessus M. Perdry pour dire qu'effectivement, quand on peut être optimiste, il faut le souligner. Il faut juste être un tout petit peu vigilant par rapport à cette gouvernance effectivement politique et économique qui est en train de passer par pertes et profits quelquefois. Cela étant, pour ce qui concerne le Sénégal, alors voilà un essai que ce pays a eu du mal à transformer. Pendant plusieurs années, le Sénégal a été présenté comme le laboratoire de la démocratie en Afrique. Une image qui était d'ailleurs exagérée, même sous Abdou Diouf à l'époque. Alors, le Sénégal a réussi une transition démocratique ou, si vous voulez, une alternance en 2000. Pourquoi? Parce qu'il y avait des crispations qui étaient telles que le régime socialiste à l'époque avait compris qu'il ne pouvait se maintenir au pouvoir qu'au risque de faire courir au pays une très grave déstabilisation. Donc, ironie du sort, c'est par la volonté d'un général, Lamine Cissé à l'époque, que le président Abdou Diouf avait été amené à accepter le verdict des urnes. Alors, moi je me rappelle bien que quand Abdoulaye Wade était investi, il rappelait qu'aujourd'hui, les chefs d'État ne pouvaient plus se permettre de se passer de la volonté populaire. Et voilà que tout d'un coup, Abdoulaye Wade, qui en 2007, après sa réélection, disait qu'il n'était plus possible qu'un président reste 20 ans au pouvoir, qu'il s'était enfermé lui-même dans la Constitution et qu'il ne lui était plus possible de briguer un nouveau mandat, va aujourd'hui chercher une quarantaine d'experts à l'étranger, et c'est quand même une belle jambe, passez-moi le propos, pour les constitutionnalistes sénégalais. Il va chercher des étrangers, il les invite dans la politique de son pays pour valider une nouvelle candidature. Or, la Constitution, c'est une institution au Sénégal, mais le président de la République, c'est aussi une institution. Abdoulaye Wade avait dit qu'il n'avait pas droit à ce mandat-là. Alors aujourd'hui qu'il revienne là-dessus en sachant qu'il met en danger la stabilité de son pays, en voyant que les Sénégalais s'étaient mobilisés en juin de cette année pour faire reculer une loi, je crois qu'il comprend que les situations en 2000 et en 2011 sont voisins pour ne pas dire identiques. À mon avis, peut-être qu'il y réfléchira un peu plus pour éviter peut-être à son pays, d'autant qu'à son âge, je ne vois pas ce qu'il peut encore apporter au Sénégal qu'il ne l'a déjà fait. Alors, s'il persiste dans cette direction, que va-t-il se passer au Sénégal?
c'est sûr qu'il y aura, vous avez vu même la semaine dernière, une scène digne des rodéos, un maire qui se promène avec 2 revolvers, des nervis, enfin, ou des militants qui sont dans des pick-up qui vont interpeller un leader politique, Abdoulaye Bathily en l'occurrence. Donc c'est sûr que la violence politique, elle s'est incrustée dans le jeu politique sénégalais et plutôt profondément. Et il y a fort à parier que le Sénégal va vivre des moments très difficiles si jamais les politiques ou Abdoulaye Wade persistaient sur cette piste-là. Jusqu'à présent, le Sénégal a réussi quand même à être à l'abri de l'intervention de l'armée dans le jeu politique. Or, vous savez très bien que, et certains journaux dont l'Express s'en sont fait l'écho, vous savez très bien qu'il n'est pas exclu que l'armée soit invitée dans ce genre de situation-là. Et ce serait vraiment regrettable. Philippe Perdry, alors il nous reste 3 minutes. Vous parlez dans votre dernière livraison d'Idrissa Seck qui dit qu'en fait Wade a été un bon opposant. Il a même commencé par être un bon président. C'est après que tout a changé. Et la question que beaucoup d'Africains se posent, c'est comment, après avoir été longtemps la figure marquante de l'opposition au Sénégal, comment un bon opposant se transforme en un mauvais président. C'est valable au Sénégal, mais dans d'autres pays africains. Bon, déjà dire qu'Abdoulaye Wade est un mauvais président, ça c'est une analyse que les opposants peuvent faire, mais qu'un journaliste comme moi ne fera pas. Simplement, il y a peut-être une dérive monarchiste propre à tout pouvoir. Mais s'il n'est pas mauvais président, il est quoi alors comme président? Il est un président en fonction, avec un bilan qu'on peut évaluer d'une façon plus neutre et plus indépendante. C'est vrai qu'il y a des dérives aujourd'hui. Mais dire qu'Abdoulaye Wade est un mauvais président, ça c'est un autre débat, j'allais dire. Mais revenons donc à cette dérive monarchiste, elle est réelle, mais elle est propre à tout pouvoir. Et c'est bien là la question qui se pose souvent en Afrique subsaharienne. Comment fait-on pour qu'il y ait les contre-pouvoirs suffisamment puissants? Comment fait-on pour qu'il y ait une société civile suffisamment puissante pour rappeler à l'ordre les dirigeants qui, d'une façon toujours, j'allais dire, systématique, c'est de l'atavisme. Un puissant, un gouvernant a envie de rester au pouvoir. Donc trouvons les méthodes et les processus pour le contraindre à lâcher le pouvoir. Alors après, il y a la fameuse réforme de la Constitution, mais on sait très bien comment on peut faire sans trop de dommages pour réformer une Constitution. On convoque les députés, on fait ce qu'il faut et ils votent. Donc c'est pas là la solution. Il faut que, en effet, et ça demande du temps sans doute, il faut que les contre-pouvoirs soient plus puissants. Ensuite, revenons au Sénégal, parions quand même sur l'intelligence politique d'Abdoulaye Wade, qu'il a souvent démontré. S'il perçoit que le rapport de force lui est défavorable, peut-être va-t-il reculer sur son intention d'être candidat. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, la tension est palpable au Sénégal et que si Abdoulaye Wade persiste à vouloir être candidat, il y a un risque en effet de tension réelle au Sénégal. Attendons la décision aussi de la Cour suprême fin janvier qui dira si cette candidature est légale ou non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tension est vive à Dakar. Encore la semaine dernière, la scène du Far West est absolument hallucinante. Oui. Alors, une simple question, vous répondrez en quelques mots. À l'année 2012, c'est une année, l'année de tous les dangers, puisqu'il y a des élections encore en 2012. Oui, il y a beaucoup d'élections en 2012, beaucoup de rendez-vous électoraux, et malheureusement, parfois sur le continent, les rendez-vous électoraux donnent lieu à des violences, donc c'est vrai que c'est une crainte. D'un autre côté, l'élection, c'est aussi le rendez-vous démocratique que l'on donne au peuple, et les peuples en Afrique du Nord ont démontré en 2011 que les peuples pouvaient prendre leur destin en main, j'allais dire aux subsahariens de suivre l'exemple. Merci Philippe Perdry. Abdoulaye Diagana. Alors, l'ingénierie électorale, elle est maîtrisée dans nos pays. Il y a le cadre institutionnel, il est complet. Il y a toute la panoplie qui est là, mais on sait très bien que des intentions aux actes, il y a tout un chemin encore à effectuer. Et ça n'a jamais prévenu les pays africains de certaines déconvenues. Et effectivement, l'année 2012 va être une année de danger, comme l'année 2007 l'avait été. Bonne année 2012. À l'année prochaine, Philippe Perdry. Abdoulaye Diagana, merci à vous.